J'espère que Bonjour cette fois-ci, tout le monde. Bienvenue à un nouveau cours de physique 3025, Introduction à la physique quantique. Je me nomme Ndam Amassa Kevin, doctorant à l'Université de Yaoundé 1 dans le département de physique, laboratoire de mécanique matériaux structure, parcours sciences des matériaux. Le responsable de cette unité d'enseignement est Nanengo Serge Gouy, professeur à l'Université de Yaoundé 1, faculté de sciences, département de physique. Aujourd'hui, nous parlerons des fonctions d'état et paquets d'ondes. Il s'agira, en quelque sorte, de présenter la théorie quantique dans un espace continu. L'idée fondamentale qui a donné naissance à la mécanique ondulatoire est qu'il y a lieu d'associer à la matière un phénomène ondulatoire, tout comme à la théorie du rayonnement et de l'effet photoélectrique, conduit à associer aux ondes lumineuses un corpuscule de lumière qu'on a appelé le photon. L'objet central de ce que nous ferons aujourd'hui est la présentation de la mécanique ondulatoire particulièrement adaptée à la description du mouvement d'un quantum dans l'espace continu. Bien évidemment, l'objet central qui sera utilisé tout au long de ce cours est la fonction d'état, qui est une fonction à valeur complexe, solution d'une équation d'onde. Notre chapitre sera donc structuré ainsi qu'il suit. En 1, nous parlerons des propriétés des opérateurs x et p. En 2, de l'équation de Schrödinger. En 3, nous parlerons de l'opérateur de translation. En 4, nous reviendrons sur le théorème d'Ahrenfest pour un quantum dans un potentiel Vx. Et enfin, au 5, nous parlerons de l'évolution du paquet d'ondes libres. Pardon. À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de maîtriser les propriétés des opérateurs x et p qui agissent dans l'espace continu, maîtriser la description du mouvement d'un objet quantique dans R3 à travers la projection des amplitudes de probabilité sur les états de localisation dans l'espace, appelés amplitude de localisation ou fonction d'état de localisation ou encore abusivement appelée fonction d'onde. Comprendre la notion de paquet d'onde et enfin comprendre la physique de l'évolution temporelle d'un paquet d'ondes. Alors, lorsque nous étudions un quantum plongé dans un potentiel Vx indépendant du temps, le long d'une droite entre moins l'infini plus infini, ça c'est en dimension 1, les grandes physiques pertinentes sont la position et l'impulsion, représentées par les opérateurs grand X et grand P. Regardons de plus près leurs propriétés. Alors, il faut d'abord noter que nous pouvons choisir de travailler en représentation X ou alors travailler en représentation P. Représentation X, c'est pour simplement dire que la variable continue qui est utilisée est la variable X, et la représentation P pour dire que la variable continue qui est utilisée est la représentation est la variable impulsion. Ces deux représentations sont équivalentes. Premièrement, nous remarquons que les opérateurs x et p sont hermitiens. S'ils sont donc hermitiens, leurs valeurs propres sont par essence des réels. Alors, par rapport aux valeurs propres, l'opérateur x comme l'opérateur p peuvent prendre n'importe quelle valeur sur l'axe des positions ou des impulsions entre moins l'infini et plus l'infini. Ces deux opérateurs ont donc un spectre continu. Dans l'espace continu, nous pouvons aussi poser la question de savoir que devient le produit scalaire. Alors, en représentation x, le produit scalaire entre deux vecteurs d'état, x et x' est égal à delta de x' moins x. Et entre p et p' égal à delta p' moins p. Où delta ici représente la distribution de Dirac. La relation de fermeture dans l'espace continu se fait en sommant de façon continue tous les projecteurs sur les différents états, que ce soit dans la représentation X ou alors dans la représentation P.
Il est donc possible de passer d'une représentation à une autre via les amplitudes de transition. L'amplitude de transition permettant de passer de la représentation x à la représentation p est donnée par exponentielle de moins ipx sur h bar racine de 2 pi h bar. Celle qui permet de passer de la représentation p à la représentation x est égale à exponentielle de plus ipx sur h bar, tout ceci divisé par racine de 2 pi h bar. En représentation x, l'opérateur p est donc un opérateur différentiel, comme en représentation p également, l'opérateur x est un opérateur différentiel. Ce que nous appelons quête x ici, là, représente en fait l'état où la position est localisée en fait exactement à x sur la droite des réels. Et quête de p ici est un état où l'impulsion est exactement connue. Ces états sont physiquement irréalisables simplement parce qu'ils démontrent une précision infinie dans la position ou l'impulsion, alors que x et p, qui sont les valeurs propres respectivement de l'opérateur position et l'opérateur impulsion, peuvent prendre n'importe quelle valeur dans R. La distribution en fonction delta de Dirac est définie à la relation 1. Regardons de plus près cette distribution de Dirac. Dans la vidéo précédente, ou plutôt celle d'avant, je t'ai présenté la fonction échelon unité, qui est une fonction assez exotique, je dois dire, par rapport aux fonctions avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et je te l'ai présenté parce que beaucoup de systèmes physiques se comportent de cette façon. On a rien ne se passe pendant un long moment et d'un coup, hop, il se passe quelque chose. Et bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme ça, hein, mais la fonction échelon unité s'en rapproche pas mal. Dans la même idée, parfois on a rien ne se passe pendant un moment et bam, d'un coup, quelque chose se passe rapidement et aussi rapidement à nouveau, rien ne se passe. Ça, c'est une impulsion. Et on parle de fonction impulsion unité ou impulsion de Dirac ou même fonction de Dirac. Mais alors, quel type de fonction nous permet de modéliser ce type de comportement avec un pic comme ça, avec une impulsion? Idéalement, on voudrait une fonction où rien ne se passe pendant un moment et puis d'un coup, hop, on a un pic mais qui a une aire finie et ensuite on revient à notre situation initiale, c'est-à-dire à 0. Disons qu'on a 0 ici, et on représente ça souvent avec une flèche, comme ça. Alors, c'est un peu par abus de langage qu'on appelle ça une fonction, mais dans cette vidéo, on va en effet appeler ça une fonction, la fonction de Dirac. Et cette fonction, on la note généralement delta de t, et on la définit de façon plutôt informelle comme étant égale à... Alors, on dit qu'elle tend vers plus l'infini si t est égal à 0 et elle est égale à 0 partout ailleurs, c'est-à-dire quand t est différente de 0. Alors tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on va se servir de ça? Comment est-ce que par exemple on peut déterminer l'intégrale de ça? Eh bien ça en fait, ça fait partie de la définition de la fonction. En effet, l'intégrale de cette fonction, intuitivement que ça, on peut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction de Dirac, donc delta de t dt, c'est aussi égal à 1. Avec cette fonction de Dirac, on a un pic vers l'infini à t égale 0, n'est-ce pas? Donc si je dessine ça rapidement, on a l'axe des abscisses, comme ça, et alors juste à t égale 0, ici on a 0, à t égale 0, la fonction de Dirac sort d'un seul coup, comme ça, ici c'est notre fonction delta de t. D'habitude, on s'arrête de monter à 1 pour signifier que l'aire c'est 1 et on dessine une flèche comme ça. Mais alors, que se passe-t-il si on veut déplacer ce pic? Comment est-ce que je représente, disons, delta de t moins 3? Eh bien, c'est juste une translation horizontale vers la droite de 3. Quand t égale 3, ça devient la fonction de Dirac de 0. Alors, graphiquement, ça ressemble à quoi? Graphiquement, ça ressemble à... Alors, on a l'axe des abscisses, c'est l'axe de t, puis l'axe des ordonnées, ici.
on va dire que ici c'est 1, et puis on a quelques points ici, 1, 2, et puis ici on a le point t égale 3. Et donc cette translatée de la fonction de Dirac, c'est 0 de partout, c'est 0 de partout, sauf à 3, ça tend infiniment vers le haut. Sauf que bien sûr, je n'ai pas cette place ici pour dessiner un pic qui tend vers l'infini. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine une flèche dont la longueur, c'est 1. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on dessine cette flèche de la longueur de l'air sous le pic, c'est-à-dire ici 1. Alors que ce soit clair, ça ne dit pas que la fonction vaut 0 partout, sauf à 3, elle va jusqu'à 1 et revient ensuite à 0. Non, ça dit juste que l'air sous la fonction vaut 1. Ce pic doit monter très très haut pour avoir une aire de 1, étant donné que la base est très petite. Donc, l'air sous cette impulsion de Dirac, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Attention, ici, on a la translatée de la fonction de delta de t. On a delta de t moins 3 dt, et l'air, c'est quand même 1. C'est pourquoi j'ai fait aller cette flèche jusqu'à 1. Si je veux, alors je change de couleur, si je veux maintenant 2 fois delta de t moins 2, comment est-ce que je représente ça? Eh bien, pareil, je vais cette fois jusqu'à 2, ici on a 2, donc ma fonction vaut 0 tout le temps, sauf quand t égale 2, j'ai la fonction de Dirac de 0, c'est-à-dire c'est là où on a le pic, l'impulsion, et on multiplie ça par 2, donc on dessine une flèche 2 fois plus grande. Alors, ces deux impulsions ici tendent vers plus l'infini, mais celle-là va 2 fois plus haut que l'infini. Enfin, je suis d'accord, c'est un peu ridicule comme image, mais l'idée ici, c'est que l'air sous cette courbe-là doit être égal à 2 fois l'air sous cette courbe-là. Et c'est pourquoi notre flèche va jusqu'à 2 ici, parce que l'air sous cette courbe, c'est 2. Je suis d'accord, tout ça, c'est un peu abstrait. Mais c'est quelque chose qui va nous servir pour modéliser ce genre d'impulsion. Rien ne se comporte vraiment comme ça, hein, mais dans beaucoup de phénomènes en physique, on observe cette impulsion, ce pic, et au lieu d'essayer de rechercher la forme exacte de ce pic, on peut tout de suite penser à une fonction de Dirac. Et juste pour te donner une Alors, utilisons donc la relation 1 pour qui dit qu'en fait l'intégrale entre x1 et x2 dx d'une fonction f de x delta x moins x0 est égal à f de x0 si x0 est pris entre x1 et x2 et 0 sinon. Utilisons cette relation pour examiner les différents exemples suivants. Exemple 1.1, fonction delta. On nous dit la fonction delta centre la fonction f de x à sa valeur en x égale x0 et est définie par la relation 1. On demande donc d'évaluer les différentes intégrales. Si nous prenons la première qui dit que l'intégrale entre moins 3 et 1 de x au cube moins 3x carré plus 2x moins 1, tout ceci multiplié par delta x plus 2 dx, nous voyons que dans cet exemple-là, notre x0 c'est moins 2. Et ce moins 2-là est effectivement compris entre moins 3 et 1. Donc, il suffit de revenir à ce niveau et de remplacer x par moins 2 pour avoir le résultat de l'intégrale qui nous donne moins 25. Il en est de même pour la deuxième intégrale. Regardons la troisième. La troisième, notre x0 c'est 2. Nous voyons très bien que 2 ici n'est pas compris entre moins 1 et 1. Donc, cette intégrale prend la valeur 0 selon la deuxième option de la relation 1. Regardons l'exemple 1.2. Passage d'une gaussienne de la représentation x à la représentation p ou encore de la base de x à la base de p. On donne en représentation x la fonction, la gaussienne psi x0 p0 sigma de x égale à bras x
ket x0 p0 sigma égale à 1 sur pi sigma carré, le tout à la puissance 1 quart exponentielle de IP0 x sur h bar moins, en parenthèse, x moins x0, le tout au carré divisé par 2 sigma carré. Où ici P0 x0 sigma sont des paramètres réels. X moins x0 représente la valeur moyenne ou espérance. Sigma est l'écart type ou la variance, et donc la valeur à mi-hauteur est donc 2 racine de 2 ln de 2 sigma. Après une mesure de la position du pointon, je vais dire, le pointon subit un brusque changement de x0 p0 sigma à ket de x, car c'est son état après la mesure, et se concentre spatialement sous la forme d'une gaussienne. En représentation P, on a donc notre fonction égale à ket de x0 p0 sigma bras de P, qui est égal à l'intégrale, c'est-à-dire on vient ici au niveau de la barre verticale, on met en fait, on introduit la relation de fermeture qui est égale à la matrice qui est égale à l'unité en représentation x. Ceci nous permet de reconnaître dans la nouvelle expression l'amplitude de transition de la représentation x à la représentation p. Et de l'autre côté, on remarque la fonction, la gaussienne, dépendant de x. On peut donc remplacer ces deux termes par leurs expressions et obtenir en fait ce terme-ci, tout en mettant la constante avant, tout en écrivant la constante avant l'intégrale. Alors cette intégrale est une intégrale gaussienne qui peut être obtenue, qui peut être calculée, et on obtient ce résultat final. On remarque donc que ces deux expressions, c'est-à-dire la gaussienne en représentation P et la gaussienne en représentation X, sont formellement identiques à un facteur de phase constant près. Voilà. Exemple 1.3, propriété d'une fonction d'état. Alors, fonction d'état ici doit garder en fait la propriété d'une fonction, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a manipulée dans les intégrales. Ceci veut dire que premièrement, elle doit être continue. Non seulement elle doit être continue, mais elle doit aussi être dérivable. Nous voyons donc que les fonctions, les graphes des figures A et B déjà ne respectent pas ces deux expressions, ces deux propriétés. Alors, par rapport au graphe C, on remarque que cette fonction qui est représentée là a des valeurs non uniques. Et enfin, quand on regarde le graphe D, on se rend compte que la fonction peut prendre une infinité, peut être, je vais dire, infinie dans des régions finies, ce qui n'est pas propre à la fonction d'état. Alors, densité de probabilité. Exemple 1.4. On nous dit, un phénomène physique est représenté par la variable x qui ne peut prendre que les valeurs moins 2, avec la probabilité 1 quart, moins 1 avec la probabilité 1 quart, et pour toute valeur réelle et positive, la densité de probabilité est ρ plus de x égale à alpha sur 2 exponentielle de moins alpha x, avec alpha positif et strictement différent de 0 et différent de 0. On demande donc en 1 d'exprimer la densité de probabilité ρx
pour x pris entre moins l'infini et plus l'infini et vérifier que la somme des probabilités dans l'espace est 1. En 2, on nous demande de calculer les probabilités pour x compris entre petit a et petit b, avec petit a et petit b supérieur ou égal à 0. Et pour que x est pour x compris entre moins 3,5 et 1 sur alpha. En 3, on nous demande de calculer les valeurs moyennes des grandeurs x et x carré. On utilisera la fonction saut de Heaviside, définie par h de x moins x0 égale à 0 si x est inférieur à x0 et 1 si x est supérieur ou égal à x0. Et la dérivée de cette fonction de Heaviside par rapport à x est égale à la fonction delta de Dirac. Lorsque nous regardons cette fonction de Heaviside, nous voyons qu'elle se comporte de la même façon que la fonction échelon. C'est une fonction qui permet d'approximer en fait les fonctions continues. Revenons maintenant à la question 1. Si on tient compte des propriétés des fonctions delta et de Heaviside, on peut écrire. Déjà, la question 1 parlait d'exprimer la densité de probabilité ρ x pour x compris entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, ici, déjà, nous avons une fonction delta de Dirac en moins 2. Pourquoi? En fait, parce que lorsque nous regardons, en fait, nous examinons le phénomène physique, on comprend que partant de moins l'infini jusqu'à moins 2, rien ne se passe. En moins 2, il y a quelque chose qui se passe avec une probabilité de 1 quart. Entre moins 2 et moins 1, rien ne se passe. En moins 1, quelque chose se passe avec la probabilité 1 quart. Et ces quelque chose peuvent être approximés par des fonctions delta de Dirac. Et après 0, on a toute une fonction, toute une densité de probabilité qui est continue. La densité de probabilité totale donc ne sera rien d'autre que la somme en fait de ces différentes densités. Ici, c'est delta de x plus 2 simplement parce que notre x0 c'est moins 2. Et ici, c'est x plus 1 simplement parce que notre x0 c'est moins 1. Et ici, c'est la probabilité 1 quart qui était définie de l'autre côté. Et enfin, ici, nous avons la partie continue de la densité de probabilité. On peut donc vérifier aisément que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de ρ x dx est égale à 1. On peut examiner ça comment? Ça fait ici, on remplace, c'est-à-dire ρ x par son expression qui est ceci. Ou partant de moins l'infini à 0, nous avons les deux premières fonctions, ou encore les deux premières densités de probabilité. Et partant de 0 jusqu'en plus l'infini, nous avons la troisième densité de probabilité. Alors, nous sommes tous d'accord que moins 2 comme moins 1 appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui fait donc que le résultat de cette intégrale n'est rien d'autre que 1 quart. Celui de cette autre intégrale n'est rien d'autre que 1 quart. Il reste donc à examiner l'intégrale de cette fonction qui est exposée de moins alpha x, parce qu'en fait l'intégrale c'est normalement c'est entre 0 et plus l'infini, et lorsque x est supérieur ou égal à 0, cette fonction de Heaviside prend sa valeur 1 et on peut évaluer cette intégrale qui nous donne 1 sur alpha. Et en sommant donc toutes ces différentes probabilités, on obtient 1. Pour la question 2, si nous partons de la définition qui dit que la probabilité
de trouver un quantum entre A et B est égal à l'intégrale entre A et B de la densité de probabilité multipliée par dx. On peut donc écrire ceci, où ici notre densité de probabilité est celle que nous avons définie depuis le départ. Étant donné que A et B sont positifs, moins 2 ne pourrait être compris entre deux nombres positifs. Moins 1 également ne pourrait être donc compris entre deux nombres positifs, ce qui fait que les deux premières intégrales valent 0. Et la troisième intégrale, il suffit ici d'intégrer la fonction exponentielle de moins alpha x entre A et B et nous obtenons ce résultat. Lorsque le quantum est entre moins 3,5 et 1 sur alpha, nous voyons que, en fait, sur cet intervalle de droite, on a la fonction delta représentée en moins 1. Parce qu'en fait, la fonction delta représentée en moins 2 n'existe pas dans cette intégrale, dans cet intervalle ou encore dans ce segment de droite. Et à partir de 0 à 1 sur alpha, nous sommes dans la partie positive. Donc nous pourrons utiliser la densité de probabilité continue définie dans cet intervalle. Nous pouvons donc découper notre intégrale où la première se fait entre moins 3,5 et 0. La seconde se fait entre 0 et 1 sur alpha. Entre moins 3,5 et 0, donc, nous avons la fonction delta représentée en moins 1. Or, moins 1 étant donc compris entre moins 3,5 et 1 sur alpha, le résultat de cette intégrale donne 1 quart. Et de même, ici, on peut évaluer l'intégrale de exponentielle de moins alpha x entre 0 et 1 sur alpha et en sommant tous les résultats obtenus, on obtient ce résultat final. Compte tenu de la définition de la valeur moyenne sur x, celle-ci est donnée par l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la valeur propre x, rho x dx, qui est encore égal à 1 quart intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x delta x plus 2 dx plus 1 quart exponentielle intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x delta de x plus 1 dx plus alpha sur 2 intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x hx exponentielle de moins alpha x dx. C'est encore égal. Moins 2 étant donc compris entre moins l'infini et plus l'infini, cette fonction qui est la fonction x prend simplement sa valeur en moins 2 qui est moins 2. Celle-ci également prend sa valeur en moins 1 qui est moins 1. Et il suffit maintenant de calculer l'intégrale de x exponentielle de moins alpha x entre 0 et plus l'infini qui nous donnera donc ce résultat final. On procède donc de la même façon pour le calcul de la valeur moyenne de x carré et on peut obtenir ce résultat-ci.